Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Jeudi 4 juin, nous sommes ensemble jusqu'aux portes de midi. Vous connaissez les versions jeudi de cette émission Les Grandes Gueules. C'est jusqu'à 11h30, donc 2h30 pour vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ici et maintenant. 3 moyens pour nous joindre, pour réagir à nos sujets. GG 8037 où vous allez sur le site de la radio, le www.espacefm.guinée.info où vous faites le 657 39 13 13 si vous êtes à l'étranger. Vous faites précéder par le code de la Guinée, le 00224. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, un paquet de projets de loi, d'accords et de conventions adoptées, 16 en tout sur une vingtaine proposées. La session des lois, exercice 2015, deuxième du genre de la nouvelle Assemblée nationale guinéenne, a pris fin hier. Une session qui s'est déroulée dans un contexte de crise politique qui a entraîné d'ailleurs la suspension de la participation des députés issus des deux groupes parlementaires de l'opposition aux travaux de la dite session. Quel enseignement peut-on en tirer? Nous allons joindre dans cette émission Dr Ousmane Kaba. Il est député président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir et ses alliés en ordre de bataille en vue de la présidentielle d'octobre 2015, parallèlement à la gestion du blocage né de la publication du calendrier électoral proposé par la CENI, la majorité présidentielle ne perd aucun temps pour fourbir ses armes et mobiliser les troupes. C'est le cas du MPD, le mouvement des patriotes pour le développement. Son président, M. Paul Moussa Diawa, il sera dans ce studio, il est notre invité exceptionnel. Et puis, ce droit de réponse ce matin, Dr Faya Milimono qui fulmine de colère. Il est président du BL, Bloc libéral. Donc, il est tel un écorché vif suite à des propos tenus par un animateur des GG. Il sera là pour se défendre. Une polémique qui n'arrête pas d'enfler à l'orée de la présidentielle justement à venir, où oui, les soupçons d'enrôlement des citoyens n'ayant pas l'âge de voter gonflent et fusent de partout, chacun accusant l'autre d'orchestrer la fraude pour tricher. Qu'en pense la CENI elle-même, elle qui organise les élections? Nous allons avoir en direct de Mamou, monsieur Alpha Yero Kondé, il est directeur du département de la communication au niveau de la CENI. Et tout ceci donc dans un court instant. Bonjour les GG, merci de rejoindre donc l'équipe. Mohamed Djibril, bienvenue. Bonjour Abouaka. Bonjour Tamba. Et bonjour Abouaka. Bonjour Moussaïro. Bonjour Abouaka. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à tous, bienvenue. On s'intéresse donc à quelques faits saillants de l'actualité avec vous Mohamed Djibril. Et on commence avec ce sujet. Vous nous apprenez une magistrate suspendue pour faute lourde. Il s'agit de Madame le juge Bamba qui est en service au niveau du tribunal de première instance de Mafanko, qui a été suspendue par le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, pour, je cite, faute lourde. Mais il faut bien comprendre la genèse de cette affaire. Ouais. Il y a quelques années, le défunt mari de Madame le juge Bamba avait acheté un terrain du côté de Sonfonia avec un monsieur. Au décès de ce monsieur, la femme de ce monsieur aurait vendu le même terrain à une autre dame du nom de Maguette Choc. Ouais. Alors, le monsieur, avant sa mort, aurait donc porté l'affaire devant le tribunal de première instance de Mafanko, ouais, en confirmation de propriété et réparation du dommage. Parce que la dame Maguette Choc avait commencé à effectuer des travaux sur le terrain litigieux. Le tribunal de première instance de Mafanko avait donc rendu une décision à la faveur de M. Kébé, qui depuis est décédé. Alors, cette décision, normalement, en matière de justice, quand on rend une décision au niveau du tribunal de première instance, le plaideur contre lequel la décision a été rendue, ou en défaveur duquel la décision a été rendue, dispose d'un certain délai. Ouais. Passé ce délai, le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le jugement dispose d'un délai pour interjeter appel. Pour interjeter appel. Ouais. Donc, passé ce délai, le plaideur qui n'a pas exercé ce droit pendant ce délai, eh bien, il est forclos et la décision acquiert ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire la décision devient insusceptible de recours. Ouais. C'est ce qui fut le cas en ce qui concerne la décision du tribunal de première instance de Mafanko. Par la suite... Donc, qui n'a pas exercé ce droit? Expliquez-nous clairement. Qui n'a pas exercé ce droit? Il s'agit bien de Madame Maguette Choc.
qui n'a pas exercé, douanière, hein. Oui, qui n'a pas exercé son droit de recours. Et il y a un certificat de non-appel qui existe, qui n'a pas exercé son droit de recours. Donc, elle est foreclose, donc elle a perdu ce droit de recours du fait du dépassement du délai qui lui est imparti pour l'exercer. Il faut rappeler que vous parlez sous la foi des pièces à conviction. Des pièces à conviction. Ouais. Alors, par la suite, il y a eu des décisions, des ordonnances du juge pour appeler madame à arrêter les travaux qu'elle avait déjà commencé à effectuer sur le terrain. Madame n'aurait pas fait suite à ces injonctions de la justice. Par la suite, comme le jugement a acquis ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, l'ordre a été donc donné à un huissier de justice, parce que les huissiers de justice, c'est la porte d'entrée et de sortie de la justice. Donc c'est eux qui portent les actes d'assignation, mais aussi c'est eux qui exécutent les décisions judiciaires. Et il s'agit là, à Baka, d'une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Ouais. Donc c'est l'huissier de justice, en l'occurrence Maître Mohamed Konaté, à qui il a été ordonné d'aller faire arrêter les travaux déjà effectués sur place par Madame Maguette Choc. À la veille de l'exécution de cette décision de justice, monsieur l'huissier de justice aurait reçu un appel venant de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, monsieur Chérif, qui aurait donc dit à l'huissier de justice de ne pas procéder à l'exécution de cette décision de justice. L'huissier de justice n'aurait alors opposé aucun problème, mais seulement voilà, l'huissier de justice travaille avec des collaborateurs, des assistants qu'on appelle dans leur jargon des clercs. Il n'a pas pu donc, ça c'était le jeudi. Le vendredi, c'est le jour où la décision devait être exécutée sur le terrain. Du côté de Sonfonia. Du côté de Sonfonia. Ouais. Donc le jeudi, l'huissier de justice reçoit l'appel, mais ne parvient pas à joindre son assistant pour lui dire « Ah, j'ai reçu un appel du procureur général ». Ce qui n'est pas normal, parce que le procureur général peut prêter main forte aux huissiers de justice dans l'exécution des décisions de justice en requérant la force publique. Parce que les huissiers de justice, pour exécuter une décision de justice, ont besoin forcément de l'assistance des agents de la force publique. Alors, le monsieur n'ayant pas pu joindre son assistant, le lendemain, il s'est quand même rendu sur le terrain pour voir dans quelle mesure il pouvait renoncer à l'exécution de cette décision de justice. Mais sur le terrain, il avait déjà trouvé tout le dispositif qui était mis en place. Mais entre-temps, Maguette Choc est certainement mise au courant de l'exécution de cette décision de justice, aurait donc fait appel au procureur général, ensuite à bien d'autres personnalités. Mais puisque à la veille, l'huissier de justice avait reçu des instructions de monsieur le procureur général, donc il s'est abstenu de l'exécuter. Il est donc retourné au bureau. Arrivé au bureau, il reçoit la visite d'un OPJ et accompagné d'un responsable de la police qui sont venus lui signifier comme quoi, sur ordre du procureur général, il était aux arrêts. Donc on l'a mis aux arrêts. Donc la décision n'a pas été exécutée. La décision n'a pas été exécutée et tenez-vous bien, j'ai pu voir... Ah mais pourtant Mohamed Gibril, il faut faire très attention. Il y a eu un communiqué du ministère de la Justice même pour annoncer la suspension des magistrats et la mise aux arrêts d'un huissier. Non, attention, c'est que je ne sais pas pourquoi le ministère lui-même s'est mêlé de cette affaire. Oui, mais justement, j'y viens. Normalement, dans un pays sérieux, un huissier de justice, lorsqu'il exécute une décision rendue en bonne et due forme, et qui plus est, a acquis l'autorité de la chose jugée, il ne revient pas à un procureur, fût-il général, près la cour d'appel, de lui donner des injonctions de ne pas exécuter. Non, mais sinon, seulement que il y a une décision de suspension d'exécution des décisions concernant l'évacuation ou la démolition des bâtiments. Je pense qu'il y a une décision de ce genre. Non, mais attention. Pour l'huissier de justice, tenez-vous bien, j'ai pu voir les photos du bâtiment. Le bâtiment n'a pas été démoli. Mais malgré ça, l'huissier de justice a été mis aux arrêts parce que moi, je me suis rendu à la DPJ. J'ai rencontré l'huissier de justice, j'ai rencontré également ses collaborateurs. Il a été mis aux arrêts et mis en garde à vue pendant au moins... il a été mis en garde à vue à partir du vendredi. Il n'a été libéré qu'à partir du lundi passé et mis à la disposition de son avocat. Ce qui en soi est regrettable. Alors,
Pourquoi maintenant expliquer? Qu'est-ce qui explique la suspension de madame le juge? C'est le défunt mari de madame le juge qui avait, il y a quelques années, acheté le terrain. Alors, madame le juge, à la mort de son mari, puisqu'elle est héritière, elle est ayant droit, comme on le dit dans le jargon juridique, elle s'est donc invitée dans l'affaire parce qu'au vivant de son mari, elle a évité de se mêler de l'affaire pour ne pas qu'on l'accuse de conflit d'intérêts. Alors, on apprend que madame le juge a été suspendue pour faute lourde. La période de suspension n'est pas précisée, mais je rappelle que lorsqu'on suspend les magistrats, c'est pour 1 mois. Mais dans en clair, Mohamed Djibril, en clair, oui. Pour vous, ce magistrat devait-il ou pas être suspendu? À mon avis, non. Heureusement qu'il y a des voies de recours. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'une décision de justice a été rendue en sa faveur. Et j'apprends que madame Maguette Choc serait dans le cercle très restreint des amis de la première dame. Ouais. Et j'apprends, parce que je me suis rendu au niveau de la DPJ, j'apprends qu'il y aurait eu des manœuvres tendant, parce qu'on ne peut pas comprendre, Ahmed, qu'une décision de justice soit rendue en bonne et due forme, qu'elle ait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'une dame, comment on appelle ça, une justiciable ordinaire ne se plie pas à cette décision de justice. Il y a quand même des choses à se reprocher. Bien. La question qui se pose, pourquoi pour conclure, madame le juge a-t-elle été suspendue? Faut-il, parce qu'on ne peut pas comprendre une telle décision, elle n'a rien fait qui soit mauvais, en tout cas en soi, et qui... Mais c'est vous qui le dites, attention, non mais c'est vous qui le dites. J'ai toute la pièce. Non mais sur la foi des documents dont vous disposez, je sais aussi que le département aussi a dû mener son enquête avant d'en arriver à cette décision de suspension de cette dame, de ce magistrat. Ah oui, 2011, jusqu'à présent. On apprend aussi, Moussa, quand même, on a eu quelques échos que cette dame, elle n'est pas exempte de tout reproche du côté du tribunal de Mafanko. Sincèrement, nous n'avons pas ensemble comme on a échangé les informations là-dessus, mais cette dame n'est pas exempte de tout reproche dans ce dossier. Je pense que dans les jours à venir, la semaine prochaine certainement, nous reviendrons sur ce dossier avec peut-être un témoignage accablant d'une vieille dame de 70 ans au moins, qui a été dépossédée dans cette même affaire. Je pense qu'en matière de justice, lorsqu'on parle de conflit domanial, il faut faire très très attention parce que c'est le nid du diable. Et une précision, lorsqu'il y a, parce que le même terrain a été vendu à 2 personnes, et en matière de litige, la pratique, Moussa, c'est important qu'on s'écoute, en matière de justice, il y a eu 2 personnes qui sont toutes détentrices du titre foncier. Bien. C'est important. Le juge a tenu compte de l'ancienneté du titre foncier. C'est ce qui explique que la décision a été rendue en faveur de monsieur Québec. Merci, Mohamed Djibril. Moussa Moïse, on parle de drogue, saisie d'une grosse quantité de drogue au port autonome de Conakry. Vous nous signalez ce matin. Oui, je vous le signale. C'est d'ailleurs pas une révélation, mais ce qui peut être considéré comme une révélation, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de communication officielle là-dessus. On parle de un peu plus de 100 kilos quand même de cocaïne. 100 kilos, oui. On m'a parlé hier de 150 kilos. Voilà, donc pour être prudent, je dis un peu plus de 100 kilos. Alors, parce que c'est important de signaler une chose. Il y a un rapport des Nations Unies récemment qui accablait la Guinée dans sa lente lutte contre le trafic de cocaïne. Parce que ce rapport des Nations Unies avait qualifié d'ailleurs la Guinée-Bissau comme étant l'extrémité de la Highway 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Aidez-nous un peu. C'est un surnom donné à la route passant par l'autoroute parallèle. Voilà, c'est comme l'autoroute quoi. Mais sur l'Atlantique. C'est-à-dire quand la drogue quitte l'Amérique latine, ça transite ici. Nous sommes une sorte de grand entrepôt. On vient, on stocke là et on trouve les moyens pour que ça puisse alimenter le marché européen. Pourtant, on écoutait le ministre de la Sécurité avant-hier au séminaire de formation. Dit que nous ne protégeons personne. Mais attention, bon sang de Dieu. Quand on parle de drogue, on ne parle pas de petites personnes. On parle de personnes assez aguerries qui ont, comme on le dit en anglais, un certain network assez puissant. Ils ont un réseau relationnel très puissant. Et ils tirent les ficelles des fois dans des États jusqu'au sommet, d'ailleurs, dans les palais présidentiels. Je pense que dans notre pays,
depuis le coup d'État, depuis le décès du général Lansana Conté, l'arrivée des militaires au pouvoir, qui ont essayé de mener une lutte en créant cette unité spéciale de Tiegboro, il y a eu quand même un certain effort qui a été salué par la communauté internationale. Mais depuis l'élection du président Alpha Condé, on a comme l'impression, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, le rapport en fait foi, on a comme l'impression qu'on ferme les yeux sur cette pratique qui pourtant existe dans notre pays encourage, et qui enfle dans notre pays. Alors imaginez, pour un peu plus de 100 kg de cocaïne, imaginez qu'un kilogramme soit revendu, si ça se fait bien entendu sur le marché guinéen, même s'il n'y a pas de consommateur ici, on n'a pas les moyens pour que cela soit consommé ici, c'est 1 kilo est vendu au moins à 35 000 euros. Quand ça arrive sur le marché français, c'est à 60 000 euros. Imaginez ce que ça fait alors, un peu plus de 100 kg. Vous avez affaire à des millions d'euros en jeu. Alors, est-ce qu'on va rendre officielle cette décision? Parce que la presse, nous on ébruite l'information. On ébruite l'information et on a vérifié, ce sont des sources concordantes qui quand même nous donnent raison sur cette enquête. On veut savoir quelles sont les personnes qui sont derrière ce trafic. Comment est-ce que cela a pu transiter du côté du port autonome de Conakry, parce qu'il faut se rappeler d'une chose. À l'aéroport international de Conakry, vous vous souviendrez qu'on avait arrêté un narco dans ce sens, qui avait, je crois, 22 un Nigérian, qui avait 22 kg de cocaïne. Il a été arrêté quelques heures après sa détention et il a comme par enchantement disparu de la cellule. Ça veut dire on dit qu'il a fui, il s'est évaporé. Alors ça veut dire que dans notre pays, comme de l'air dans la nature. Comme de l'air dans la nature. Il suffit d'avoir de la poudre blanche. On sait l'importance que ça, pour avoir un laissez-passer, mais rapidement on te fait disparaître, même s'il faut te mettre dans un sac et te mettre dans le coffre d'une voiture. Il faut que les autorités guinéennes se réveillent. Je pense que le ton doit être donné par le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, Tiegboro à la tête de cette unité spéciale, je pense qu'il a du mal à agir. À deux niveaux. Premièrement, parce que. Mais Moussa Moïse, on l'a coupé bras et jambes. C'est assez compliqué. À deux niveaux. Premièrement, Tiegboro était sur un cheval de bataille au temps du CNDD. Il a fait voir des misères, je veux dire, à ces barons de la drogue dans notre pays. Beaucoup ont pris leurs jambes à leur cou, ils ont quitté le pays. Mais beaucoup d'entre eux sont encore revenus aujourd'hui. Ça, c'est un premier. Ils font du blanchiment d'argent, Moussa Moïse. C'est un premier cas. Ils peuvent voir Tiegboro et lui cracher dessus dans la rue parce que tout simplement il y a peut-être une décision de justice qui les blanchit, ou il y a peut-être un arrangement qui a été trouvé à l'amiable. Deuxième point. Il y en a qui le traitent de maudit, Moussa Moïse. Deuxième point. C'est que Tiegboro, son nom est quand même cité dans cette affaire du massacre du stade du 28 septembre. La communauté internationale est très soucieuse de l'enquête, de l'aboutissement de cette enquête. Et cette communauté internationale, c'est elle qui veille à ce que le trafic prenne fin, à ce que la Guinée ne soit plus une plaque tournante du trafic de drogue. Mais comment est-ce qu'elle va collaborer avec quelqu'un étroitement, parce qu'il faut une collaboration étroite, avec quelqu'un dont le nom est cité dans le massacre du 28 septembre. Ça aggrave la situation de M. Tiegboro. Mais, pour ce coup, puisque c'est lui et son équipe qui ont procédé à la saisie de cette importante quantité, on attend des explications. On veut des explications. On ne veut pas d'explications sur papier. Quand on dit cocaïne, on peut toucher, c'est tangible, n'est-ce pas, Tamba? C'est quelque chose qu'on peut voir et sentir. Ah, mais pourquoi Tamba? Tamba, parce qu'il s'y connaît. Oui, il s'y connaît un peu. Oui, parce qu'il vient du Nigeria. Exactement. Et il y a un autre produit dont il faut parler. Le nom est un peu scientifique. La nétafamine, si je prononce bien, qui est beaucoup consommée aussi dans notre pays. Mais pour ce produit, il y a quand même des consommateurs. La nétafamine. Voilà, il y a quand même des consommateurs locaux pour ça. Je ne vais pas citer de nom, mais ils se connaissent. Et mais tout ce marché-là, c'est florissant parce qu'il y a quand même des gens derrière qui activent, attisent le feu. Mais il faudrait qu'on mette fin à cela. Parce qu'on ferme les yeux là-dessus. On est en année électorale. La drogue permet le délitement des États africains. La drogue permet la paupérisation de la population. La drogue permet l'enrichissement d'un groupe de personnes, mais ça permet aussi de financer des contrebandes. La drogue permet de financer des politiques qui vont rester devoir à ces contrebandes jusqu'à la fin de leur vie. La drogue peut donc entacher cette présidentielle à venir. Je pense qu'il faut faire très attention. Donner l'exemple, c'est le bon moment. 100 kg de cocaïne. Je veux voir le bout du tunnel, messieurs. Merci. Ahmed Kamara. Je pense que Moussa a touché la plaie et de toutes les façons, je veux que les leaders politiques sortent sur les différents plateaux et qu'ils nous disent s'ils n'ont pas eu des propositions lors des élections présidentielles passées. Certes, ils ne l'ont pas accepté, mais s'ils n'ont pas eu de propositions, peut-être. Alors qu'ils viennent. On apprend même qu'ils viennent démentir cela. Certains ont reçu de l'argent des barons. Je vous ai dit, Ahmed Kamara. Je vous ai dit que le moment viendra
pour la Guinée de savoir exactement tout ce qui est en train de se passer. Mais Moussa a dit quelque chose, c'est sérieux. Il ne faut pas s'amuser avec la drogue. Si on continue à laisser notre pays comme étant une plaque tournante de la drogue, on va détruire ce pays. Regardez certains pays de l'Amérique latine. Je pense que la situation est grave. Et je veux dire à Moussa qu'il n'aura rien autour de ce dossier. Ceux qui ont fait cette saisie, je peux vous garantir qu'ils iront en prison eux-mêmes. Ils iront en prison pour avoir gâté le marché de certaines personnes. Je prends un exemple. Sur ceux des gendarmes, des cadres de ce pays qui ont réussi à épingler un avion qui a quitté le Venezuela, qui est venu atterrir à Farana. Ce groupe de gendarmes a réussi à mettre la main sur cette cargaison de drogue. Vous savez leur récompense, ça a été quoi? Non. Ben, ça a été la prison. Incroyable. Oui, ils sont allés en prison parce qu'ils ont touché à l'intérêt d'un certain nombre de groupes qui avaient plus de poids que... Et je pense que c'est pourquoi je dis qu'il n'y aura aucune information autour de cela. Et vous avez la certitude que ceux qui ont mis la main à cette cargaison, ils vont finir en prison. Justement, puisque c'est ce qu'on nous a appris dans ce pays. Donc pour moi, ils vont terminer en prison. Le président de la République, Monsieur le Président de la République, c'est vous le président, c'est vous qui êtes élu pour gérer ce pays, aider ce pays à décoller, n'enfoncez pas ce pays, n'acceptez pas que quelqu'un enfonce ce pays. Alors levez-vous, ceux qui sont responsables de cet acte, purement et simplement qu'ils soient arrêtés, jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Vous pouvez rêver, Ahmed Kamara. Allez-y, ça va. Justement, je ne peux pas parler sans lancer d'appel au président de la République. Bien. C'est pourquoi je lance cet appel. Mais je vous dis que ceux... Vous-même, vous avez commencé par ça, il n'aura rien, Ahmed Kamara. Oui, mais ça ne m'empêche pas, d'attirer. Il peut y avoir quelque chose. C'est un gros rêve. C'est un gros rêve. C'est un gros rêve, il faut le dire comme ça. C'est même un rêve d'enfant. Et oui, moi je vous le dis, les États, je suis entièrement d'accord. Les États africains et surtout ceux d'Afrique de l'Ouest, je ne parle peut-être pas de la Guinée qui peut faire exception, mais ils sont aussi soutenus par l'argent de la drogue. On vit par la drogue permet à ces États de se tenir, de se maintenir. Je vais vous dire une chose, il y a tous ces dégâts que vous connaissez. Il y a Moussa Moïse qui disait, je demande au gouvernement, je demande à telle personne, aux autorités de se réveiller, elles ne dorment pas. Elles savent ce qui est en train de se faire. Ouais. Mais lorsqu'on demande à celui qui fait faire les choses d'arrêter qu'elles se fassent, c'est un leurre. Bien, Moussaïro pour clore. Ahmed l'a dit, c'est très dangereux. Imaginez un peu ce qui se passe dans les cartels de drogue en Amérique latine. Voyez ce qui se passe. Voyez à quel point ces cartels, ces réseaux sont forts, à quel point ils s'en prennent aux pauvres populations quand on arrive à un moment donné. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là dans ce pays. C'est dommage quand même qu'on sache que au moment où la junte était là, que la situation a réussi quand même à se calmer, que la junte au pouvoir a réussi quand même à canaliser, à mettre main sur ces réseaux de trafiquants de drogue, et que c'est à l'arrivée d'un civil au pouvoir à partir de 2010 que la situation quand même a réussi à dégénérer. Ce serait déplorable qu'on ne puisse pas mettre main sur en tout cas les auteurs de ce réseau dont Moussa Moïse vient de parler. C'est vrai que Tchegboro, il faut le dire, il est aujourd'hui... je pense qu'on lui reproche quelque chose, mais il n'est pas encore en attendant condamné par un tribunal. Il n'est pas encore reconnu coupable de certains faits. Inculpé, hein. Il n'est pas encore reconnu coupable de ces faits. Si on a permis par exemple au capitaine Dadis de créer un parti, de rentrer au pays en attendant qu'il soit reconnu coupable de quelque chose, je pense que ce monsieur, puisqu'il a fait ses preuves sur le terrain, on pourrait le laisser jouer pleinement son rôle. Mais est-ce qu'il le fait réellement? Et je pense que depuis un certain moment, on n'entend plus parler de Tchegboro parce qu'il n'a pas les coudées franches. Je pense qu'on devrait permettre aux bonnes personnes de jouer pleinement leur rôle. Merci. Ce que je veux rajouter juste, c'est clair que M. Tchegboro a fait un travail sur le terrain. Mais si on devrait lui confier cette mission, je veux qu'il fasse dans les règles de l'art. Si des narcotrafiquants bien connus dans le pays ont été arrêtés à l'époque, puis libérés, ben c'est tout à fait normal qu'ils soient libérés. Parce que la justice marche avec des preuves. S'il n'y a pas de preuves, vous ne pouvez pas voir quelqu'un et dire que c'est un narcotrafiquant. Même avec un petit gramme, on n'a pas saisi un petit gramme. Rien du tout. Donc je pense que la justice ne marche que sur des preuves. C'est pourquoi des barons de la drogue ont été arrêtés à l'époque, puis libérés, puisqu'on parle de justice. Pour appuyer, ils ont raison. Et pour appuyer ce qu'Ahmed dit, pour revenir, et cela me donne l'occasion de revenir sur le procès des présumés. La procédure a été viciée parce que les personnes qui ont été arrêtées... Mais n'oubliez pas qu'on était dans un état d'exception. Mais voilà pourquoi on les a libérés. Dans un pays sérieux, les militaires ne sont pas habilités, ne sont pas désignés par la loi comme étant des corps habilités à arrêter des gens. Ces personnes ont été arrêtées
à des heures illégales par des personnes qui ne sont pas légalement habilitées à le faire et détenues dans les lieux qui ne sont pas spécifiés par la loi. Non, moi je rappelle simplement à votre esprit le contexte dans lequel cela est intervenu. C'était pas parce qu'on était ouais, mais bien entendu. Je pense que Ahmed a raison. Quand la procédure en droit, la forme commande le fond. Et à l'époque, je suis désolé, il y avait certes cette volonté d'en finir avec l'image peu reluisante de la Guinée qui faisait la plaque tournante du trafic de drogue, mais la démarche n'a pas toujours été une démarche orthodoxe. Bien, pour clore, Moussa. Djibril doit sortir de cette sorte de labyrinthe juridique qui ne nous amène faux droit, c'est un pseudo-droit. Écoutez, il y a quelque chose à faire, c'est grave, Djibril. On parle quand même d'un pays qui est en train d'être le terreau fertile des contrebandiers. Cela implique la violation des droits de drogue. Je ne le dis pas, mais quand vous avez affaire à plusieurs ennemis, quand vous avez affaire à plusieurs maladies, faites face à la maladie la plus grave. Nous avons affaire quand même à quelque chose qui est en train de gangréner notre société. Mais je le dis, vous n'allez pas quand même me dire ce matin que la drogue tombe du ciel. Hein? Non, vous n'allez pas me dire pas dit ça. Non, Moussa, écoutez, nous allons prolonger le débat. Si vous permettez, les amis, nous allons prolonger le débat dans un instant. La radio, c'est l'heure. Nous allons marquer une petite pause de 5 minutes. Derrière, nous revenons pour surtout parler et revenir sur l'actu majeur, la décision de la haute autorité de la communication. Dans un instant, on revient. C'est le moment d'y croire. Les élites se construisent. On est là aujourd'hui, on veut lutter contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes. Il faut un changement moral, ça se passe dans la tête. Dieu nous a donné le savoir pour faire le bien. La raison pour le connaître et la liberté pour le choisir. C'est de nous seuls que dépend notre propre bonheur. C'est le moment de rêver. Les élites, on les prépare. De rêver plus grand. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Essayez l'ignorance. Vous pensez que l'éducation coûte cher? Pourquoi ne pas essayer l'ignorance? Parce qu'à mon avis, l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. C'est le moment d'écrire l'histoire avec les arguments et leur force. Pensez et agissez comme s'il était impossible d'échouer. Pensez et évoluer à vase clos, c'est un échec a priori. Si nous sommes sûrs et certains que c'est la réticence à la base, la cause de la hausse du nombre de cas d'Ebola enregistrés en Guinée, alors il est évident que lorsque ces nombres baissent, que ce soit alors la raison, la diminution de la réticence. Et ce moment est à vivre seulement sur Espace TV. S'il vous plaît, donnez-moi une minute de silence pour tous les morts d'Ebola, s'il vous plaît, afin que je puisse essuyer les larmes de mon cœur. Donc je termine en disant que nier les performances de la coordination en termes de communication, c'est nier l'existence du soleil en plein midi. Je vous remercie. Sur Espace TV, nos élites s'expriment. Retrouvez les grands débatteurs, le show constructif de la télé, du savoir, avec Myriam Sandouno aux commandes. Vous nous suivez à la radio du côté des Érécorés sur Zali FM Liberté, mais aussi du côté de Labé sur Espace FM Labé, Espace FM Fouta. Également du côté de Bokeh sur Bokeh, l'Espace FM du côté de Bokeh. Merci de le faire. Vous nous regardez également à la télévision du côté de Sangaridi et de Kamsar. Merci de votre fidélité. On revient sur l'actu majeur et cette décision de la haute autorité de la communication qui a été rendue officielle hier. Ça agite les médias guinéens. Dans un instant, Mohamed Gibril va s'y coller. Et notre invité qui se prépare, qui est déjà dans nos locaux, Paul Moussa Diawara, il est président du MPD, le mouvement des Patriotes pour le développement, un parti allié au RPG Arc-en-Ciel dans le cadre de la bataille pour la présidentielle. Et on reviendra également sur la clôture de la session des lois. C'était hier du côté du Palais du Peuple, et une session des lois donc, qui a permis l'adoption de 16 projets de loi, des accords et des conventions. Docteur Ousmane Kaba, il est député, président de la commission ECOFIN, et nous allons le joindre au téléphone dans cette émission. Et puis cette polémique qui n'arrête pas d'enfler autour de la révision du fichier électoral. La CENI donc va s'inviter dans le débat à travers monsieur Alpha Yerokone, il est directeur du département de la communication du côté de la CENI. Et puis ce droit de réponse qui nous viendra de docteur Faya Milimono qui sera avec nous dans la deuxième, pourquoi pas dans la troisième partie de cette émission. Mohamed Gibril, on s'intéresse à cette décision de l'ARC qui est tombée hier soir. C'est une décision qui en quelque sorte donne l'impression de réduire à
la portion congrue, l'exercice de la profession journalistique dans notre pays. Du moins, dans la période allant du 1er juin jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. C'est en tout cas ce qui est précisé dans cette décision. Alors, on va s'intéresser notamment à l'article parce c'est une décision qui comporte une dizaine d'articles. Bien évidemment, rassurez-vous, on ne va pas se mettre à lire tous ces articles, mais on va s'intéresser quand même à quelques articles, notamment l'article 3, qui dit que les organes de presse, tant du service public que du secteur privé, doivent, notamment en cette période, c'est-à-dire la période allant du 1er juin à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale, privilégier la couverture factuelle de l'actualité relative à l'élection présidentielle d'octobre 2015, s'abstenir de l'usage des genres d'opinion tels que l'éditorial, le commentaire, la chronique, s'interdit la diffusion d'informations, de chansons, jeux, sport. Bon, quand on analyse juridiquement dans les textes de loi, quand dans un article, il y a une différence entre peut et doit. Quand c'est doit, ça devient une obligation pour les médias de le faire. Quand c'est peu, les médias ont la faculté de le faire ou de ne pas le faire. Mais là, il s'agit clairement d'une injonction de ne pas... Abouaka, vous qui faites les éditoriaux chaque matin... Ça n'est fini pour la plume. Oui, ça n'est fini. Pour le moment, du moins, encore cette et cette émission et les grandes gueules. On va y revenir. Les grandes gueules aussi. On parle aussi. Non, mais pas du tout. Scrutez bien la décision. Pas du tout, Moussa. Vous avez lu avec quels yeux? La décision, s'il vous plaît, vous vous rendrez compte que même les grandes gueules n'échappent pas du tout à cette décision. Non, mais c'est important parce que... N'allez pas mettre dans la tête des gens. Je vous l'ai dit, c'est important, Moussa Moïse. Non, c'est important. Abaka, allez-y. Ce que Moussa dit n'est pas négligent. Parce que les grandes gueules, c'est après tout une émission d'opinion. Et justement, ce sont les opinions qui sont visées dans cette décision. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? À mon avis, oui, parce que ce n'est pas peu qui est utilisé, c'est doit qui est utilisé. Et quand doit est utilisé dans un article, on doit, c'est une injonction, c'est une injonction qui peut s'apparenter à une obligation. Non mais je ne vois pas en quoi ça concerne les émissions d'opinion. On parle profession là, Moussa Moïse. Non, écoutez. Non mais attendez, Moussa Moïse va nous convaincre là-dessus. Allez-y Moussa. Je vous donne juste. Non mais on parle de s'abstenir des genres d'opinion. Oui, des genres d'opinion. Tel l'éditorial, le commentaire, le billet, la chronique, etc. Alors, je vais vous poser une question. C'est dans le cadre du traitement de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. On n'a pas parlé d'émission là, Moussa Moïse. Il ne s'agit pas d'émission. Il ne s'agit pas d'émission. On n'a pas parlé d'émission. Il ne s'agit pas d'émission. On n'a pas parlé d'émission. Quand on parle de reprendre des informations dont la vérité n'est pas établie par l'organe qui relaie, de commenter et de porter quelques jugements de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies, écoutez, ça touche entièrement les opinions. Et je vais vous dire les émissions d'opinion. Les émissions d'opinion. Je vais vous dire une chose. Si cette décision, vous l'analysez sous l'angle lié seulement à la collecte, donc au niveau du journal, là vous leurrez complètement. Moi je pense qu'en grande partie, cette décision s'adresse à des émissions comme les grandes gueules. Parce que c'est une chronique, les grandes gueules. On ne parle pas que des faits dans cette émission. Dans cette émission, nous parlons... Nous exprimons nos opinions. Nous donnons nos opinions. Ça touche tous ces genres. Moi, j'aimerais dire une chose. Est-ce qu'une décision de la HAC peut tordre le cou à une décision, à un principe constitutionnel? C'est la question que je me pose, monsieur Camara. Est-ce que la HAC a la possibilité, est habilitée à prendre une telle décision? Et quelle image, encore une fois, ça renvoie à l'étranger, sur la Guinée, sur la liberté de la presse? Même si on se salue de quelques efforts fournis par le gouvernement Condé, mais cette décision vient complètement mettre à l'eau beaucoup d'efforts qui ont été fournis par ce gouvernement. Moi, je ne peux pas comprendre que la HAC soit assez frileuse parce que nous sommes en période électorale, qu'elle prenne une décision comme ça, je ne sais pas, avec consultation, avec quelle expertise juridique, elle a pris une telle décision, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut que la corporation se prononce là-dessus. Les organisations, les associations de presse, il faut que tout le monde, tous ceux qui sont concernés par cette décision de la HAC, il faudrait que quand même qu'on se fasse entendre. J'ai pris langue avec, j'ai joint le ministre des droits de l'homme, Gassama Djabi, qui lui-même a déjà été appelé
depuis Genève par une association de défense des droits des journalistes pour quand même prendre son avis sur la décision de la HAC. Nous ne sommes pas dans une planète complètement isolée. Nous ne sommes pas sur un sixième continent. Nous sommes dans un tout, dans un ensemble. Donc nous appartenons à un grand ensemble et cet ensemble est régi par des principes. S'il faudrait qu'on fonctionne comme ça, mais d'ores et déjà... On parle aussi, Moussa Moïse, c'est pas pour vous interrompre, on parle aussi des émissions interactives qu'il faut désormais pré-enregistrer. Alors moi je ah oui, c'est clairement d'ailleurs le ministre Gassama désapprouve la façon dont cette décision a été prise et désapprouve d'ailleurs au niveau de l'article, il ne parle pas des principes généraux liés au rappel de l'éthique, du respect de l'éthique de la déontologie. Ça c'est normal qu'on le rappelle aux journalistes, mais il n'est pas d'accord du tout avec une décision qui pourrait quand même saper un principe constitutionnel. Le libre exercice donc du métier de journaliste. Il y a une chose, puisque j'ai toujours les articles, il y a une chose qui m'étonne. La HAC dit à l'article 5 que les organes audiovisuels du service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d'information, assurer l'accès équitable des partis politiques, des associations. Je m'étonne parce que c'était un des points des accords du 3 juillet. Un des points de revendication de l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, l'accès équitable aux médias de service public pour les partis politiques d'opposition en ce qui concerne les médias de service public n'est pas encore assuré. Malheureusement, le CNC qui est devenu par la suite la HAC, est-ce que la HAC est en train de faire, disons, une sorte de ballon d'essai pour... Mais quel ballon d'essai? Non, mais c'est important. Non, mais c'est pas un ballon d'essai. On te parle de décision. La décision, elle est comment expliquer jusque-là le silence monacal de la HAC en ce qui concerne les revendications de l'opposition? Je ne suis pas le porte-parole de l'opposition. Mais l'opposition a réclamé à corps et à cri l'accès aux médias de service public. Moussaïrou. Le CNC est resté sourd. Mais la HAC, je ne comprends pas cette décision de la HAC. Bien, Moussaïrou. Qu'est-ce que ça vous inspire? La HAC a pour rôle ici de réguler tout ce qui se passe dans le paysage médiatique chez nous. C'est ça normalement. Son rôle. De là à interdire. Parce que vous pouvez faire en sorte que c'est vrai que dans certaines émissions interactives, il peut y avoir des dérapages, il y a des choses qui se passent. Son rôle c'est d'appeler ces personnes, par exemple lors d'une émission, quand il y a dérapage, pour remettre ces personnes sur les rails. Pour les rappeler à l'ordre. Pour éviter par exemple qu'il y ait des injures, qu'il y ait des appellations, en tout cas des émissions où on peut appeler par exemple à la révolte, où on peut s'insulter, où on peut prôner la division. Je pense que le rôle de la HAC, c'est d'appeler ces personnes, ces médias, de les remettre sur les rails, mais pas d'interdire totalement ces émissions. Non, mais c'est pas interdit. Non, ces émissions ne sont pas... Non, on exige désormais que ces émissions soient pré-enregistrées. Mais moi, je suis entièrement d'accord sur ce point. Oui. C'est une question de moyens. Mais pourquoi pas? C'est vrai que ça se parce passe que ça donne lieu à beaucoup de dérapages. Acceptons de balayer devant nos portes. Ça donne lieu à beaucoup de dérapages. Je pense que moi, je suis entièrement en phase avec cette décision. Il faut pré-enregistrer. Si vous écoutez ce qui se passe sur les autres radios, vous n'allez pas réagir comme ça. Non, je suis désolé. Complètement. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Allez-y, Moussa. Je pense que le pré-enregistrement demande également des moyens. Est-ce que vous pensez que ces médias-là, ces radios-là, ont les moyens de faire des pré-enregistrements? C'est là la grosse question. On sait que sur les chaînes internationales, les émissions interactives, par exemple, ces gens ont les moyens d'appeler même les personnes qui doivent intervenir pour savoir ce que ces personnes-là doivent dire. Je pense que la moindre des choses, c'est de rappeler ces animateurs de ces émissions interactives à l'ordre. Et mieux, les médias ne sont pas associés à cette décision. Je pense qu'il faut associer, on devrait associer ces médias. Par exemple, si on interdit la chronique, par exemple, je pense que la moindre des choses, c'est de réguler, pas d'interdire, pas de suspendre. Comme ça, de façon automatique, sans associer ces médias. C'est une décision unilatérale. Je pense que c'est bien, Tamba, pour clore. Désolant. Voilà. Moi, ok, Madame Martine Condé, peut-être que je ne ferai plus la plume. Ce n'est pas grave de toute façon. Non, jusqu'à la campagne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a. Je veux le dire de manière terre à terre. Je veux m'adresser à la HAC, à sa présidente et à tous les responsables, à tous ces délégués, à tous ces commissaires. Les commissaires, ils se font appeler comme ça, commissaires. À tous ces commissaires qui sont présents. Quand on parle de démocratie, c'est avoir sa liberté d'expression, sa liberté d'opinion. C'est cela la démocratie. Mais ce que la HAC nous demande ainsi, c'est assez simple. Quand on vous dit ne faites plus de chroniques,
ne faites plus d'édito. Ce qu'on nous demande là, c'est de ne plus avoir d'opinion. Bien sûr. C'est de ne plus avoir d'avis sur notre pays. Sur la marche, à un moment sur la marche aussi crucial. C'est de ne plus avoir aucun point de vue par rapport à ce qui se passe. Et là, ça tue la liberté d'opinion. Ce qu'on nous reprend, c'est l'âme de la démocratie que l'on nous reprend pendant cette période-là. Ce n'est pas normal. Voici ce qui aurait dû être fait. Voici ce qui aurait dû être fait. On aurait dû simplement rappeler les responsabilités déontologiques et éthiques du journaliste pour cette période. Nous savons quels sont les principes par rapport à ça. Non, on n'a pas besoin de nous associer pour ça. On a simplement besoin de nous rappeler l'urgence de la chose. On nous rappelle ce qui aurait dû être fait. En tout cas, je pense que c'est une décision. Elle peut encore. Elle peut encore être. Il va continuer de faire grand bruit dans le Elle peut encore être rapportée pour préserver l'image démocratique, parce que c'est le seul indice qui donne encore une belle image à la Guinée, la liberté de la presse. Je demanderai à cette hack très humblement, cette fois avec révérence, je me courbe devant elle pour lui demander de rapporter cette décision. Parce que simplement, on ne peut pas vouloir de la démocratie et lui arracher son âme de cette façon-là. Merci Tamba pour cet appel. On espère qu'il tombera dans des oreilles délicates du côté de la hack. Nous avons notre invité dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, M. Paul Moussa Diawara. Il est président du MPD et directeur général de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Il est journaliste à la base. Nous allons le faire réagir d'abord pour commencer sur cette décision de la HAC. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Journaliste à la base, ouais. Oui, bien évidemment. Oui, qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez appris cette décision? Laissez-moi vous dire. Parce que vous continuez d'avoir un site d'information en Guinée 24. Bien sûr. Je voulais vous dire ici, d'abord, merci de cette invitation ce matin pour échanger autour des sujets brûlants de notre pays. Bien. Et aussi signifier ici que pour ce qui concerne de la décision d'hier rendue publique par la HAC, je crois qu'il faut faire beaucoup attention aux interprétations que je viens d'entendre ici. Attention, hein. Oui, mais allez-y. Nous avons une période. Nous sommes dans un pays que vous qualifiez toujours d'instable, vous-même au niveau des grandes gueules ici. C'est un pays qui est sous des braises, c'est un pays qui est ceci, cela. Et donc je crois que ce n'est pas pour censurer la presse, ce n'est pas pour museler la presse, c'est pour, je pense très bien, ça n'engage que moi, puisque ce que chacun de nous ici n'engage que lui. Bien. N'est-ce pas? Ici, je pense qu'il est important de retenir que la préservation de la paix sociale, parce que vous-même vous le dites souvent que nous sommes dans une crise politique. Et donc, s'il ne faut pas souffler sur des braises, il faut préserver l'image de la Guinée, préserver la stabilité, éviter les chaos, éviter l'embrasement. Bien. Nous avons alors, le temps est donné. Le temps est donné. Nous allons. C'était juste. Tout le monde se rappelle très bien de ce qu'on appelle la radio Milkonini. Bien, M. Paul Moussa Diawara. C'était juste pour vous introduire. Est-ce que sa plume a été noyée donc dans le grand bassin donc du pouvoir? Nous allons le vérifier, vous avez compris quand même, les premières couleurs ont été données. Paul Moussa Diawara est notre invité. Nous marquons une pause de 10 minutes. Derrière, nous revenons pour poursuivre le débat avec lui. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.